Bienvenue sur Diaspo Investigation, dans l'invité de Diaspo. Dans cette émission particulière, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir une personne pas comme les autres. En effet, c'est un membre du gouvernement, Monsieur Thierry Mongala. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Thierry Mongala, vous êtes membre du gouvernement, vous êtes ministre des médias, mais vous êtes également porte-parole du gouvernement, c'est bien ça? Ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Tout à fait. Bon, heureusement que je vous ai fait confirmer. Merci en tout cas de nous recevoir dans votre hôtel. Alors, Monsieur le ministre, nous allons aborder un certain nombre d'informations dites chaudes sur la République du Congo. Le FMI a renvoyé une nouvelle mission au Congo-Brazzaville qui est arrivée le 5 et qui restera jusqu'au 20 décembre. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle mission du FMI au Congo-Brazzaville? Bon, ce n'est pas une nouvelle mission, c'est le début de la négociation entre l'État congolais, représenté par le gouvernement, et plus précisément par le comité de pilotage qui a été mis en place par le président de la République, dans lequel il y a notamment quelques membres du gouvernement, le ministre d'État, le ministre de l'économie, M. Gilbert Ondongo, le ministre des Finances, et Madame la ministre du Plan, qui représente la partie technique sur le plan congolais, ainsi que d'autres sachants comme M. Lucien Ebata, qui est un financier de haut vol, qui accompagne techniquement le gouvernement dans ces discussions, ces négociations qui démarrent avec le FMI. Alors, qu'attend-on? Tout simplement, il ne s'agit pas d'attendre du FMI des choses qui ne relèvent pas du cadre de discussion avec le Fonds monétaire international à travers le monde. Le FMI ne vient pas pour imposer des solutions à l'État congolais, ni aux populations composant notre pays. Le FMI vient accompagner l'effort du gouvernement dans la mise en place d'un cadre macroéconomique qui nous permettra de sortir de la mauvaise passe économique et financière que nous vivons. L'accord attendu avec le Fonds monétaire international va redonner crédibilité à la République du Congo, parce que les gens se diront que le Congo a adopté un plan sérieux, qui a obtenu l'agrément du Fonds monétaire international, des multilatéraux et des grandes structures financières internationales, et nous redonnera donc cette crédibilité vis-à-vis de tous les bailleurs de fonds internationaux, et il nous permettra de financer de manière plus fluide le programme de réforme structurelle que nous avons à mettre en œuvre. Alors, Monsieur le ministre, merci pour cette réponse très claire. Alors, Monsieur le ministre, ce n'est pas la première fois que le FMI accompagne le Congo dans ce cas de figure. C'est déjà arrivé 3 fois, si je ne m'abuse. Et qu'est-ce qui peut expliquer que le Congo soit FMI dépendant? Là, vous utilisez un mot sévère. Le Congo n'est pas FMI dépendant. Dans la sous-région aujourd'hui, pendant que nous exprimons, tous les pays qui sont des pays détenant ou produisant d'importantes ressources pétrolières, vous voyez bien que la situation est la même. Je ne les cite pas, mais ils sont connus, les pays de la sous-région. C'est un problème mondial, c'est-à-dire que l'effondrement des cours du pétrole n'a pas seulement impacté la République du Congo, mais a impacté tous les pays producteurs de pétrole. Tout à fait. À des degrés divers, c'est vrai, mais un grand impact et un impact négatif. Donc ce n'est pas un problème ou un microclimat congolo-congolais, c'est un problème mondial. Ça, c'est la période d'aujourd'hui. Maintenant, vous parlez du passé. Il y a la première intervention ou le premier programme avec le FMI a découlé, pour ceux qui sont un peu plus âgés, comme pour ceux qui, comme moi, étaient étudiants à l'époque, du fait que le premier plan quinquennal 1982-1986, qui avait été fondé sur la base d'importants investissements, je le rappelle, qui avait été fondé sur un cours de pétrole, une hypothèse du prix du baril qui s'est révélé malheureusement trop optimiste par rapport à l'effondrement des cours du baril autour des années 84-85, cela justifiait le premier programme d'ajustement structurel. La seconde intervention, la deuxième intervention, c'était au sortir de la guerre civile de 1997, où l'économie congolaise était exsangue, les structures économiques détruites, les infrastructures elles-mêmes détruites, le tissu économique national
totalement désorganisé, l'État lui-même qui était devenu totalement évanescent, eh bien, cette phase qui était très délicate et qui a été conduite avec dextérité par le président de la République et ses gouvernements de l'époque, nous a amené au sursaut économique que nous avons connu entre-temps. Donc, je dirais plutôt que de prendre l'aspect pessimiste que vous évoquez, c'est-à-dire la FMI dépendance, je dirais que dans notre malheur... Ce n'est pas vraiment un aspect pessimiste. Bon, mais c'est pas positif d'être dépendant d'une structure financière internationale. Non, moi je prendrais plutôt le volet positif qui consiste à dire que dans notre malheur, nous avons développé une expertise et une capacité de résilience, une expertise de nos cadres pour affronter ces situations assez délicates, il faut l'avouer, et en même temps une résilience des populations, c'est-à-dire une capacité, à force de pédagogie, de nos populations à comprendre les enjeux et à résister au pessimisme justement, de manière à assurer le recouvrement de nos capacités économiques et financières. Alors, Monsieur le ministre, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que le Congo ne soit pas le seul pays de la sous-région à se retrouver dans cette situation. Mais on va dire, à contrario, le Congo a connu une période faste financière. Et le Congo s'est trouvé dans la position de celui qui aidait financièrement certains pays. Donc, est-ce que le fait d'avoir connu une période faste financière et aujourd'hui d'être dans la position de celui qui sollicite l'accompagnement du FMI ne pose pas un problème de gouvernance? Non, là vous mélangez différentes choses qui relèvent de l'émotion. Faut pas... Non, pas du tout. Je me fais l'avocat des... Non, mais vous faites l'avocat de l'émotion, justement. Des Congolais qui s'interrogent, justement. J'entends bien, mais vous faites l'avocat de l'émotion. Donc il faut prendre les choses froidement. D'accord. Et ensuite ne pas mélanger, de mon point de vue. Oui, bien sûr, mais on le comprend. Vous avez une confusion dans vos propos. Il ne faut pas Parfaitement. mélanger ce qui ne me paraît pas être relevé de la même problématique. D'abord, nous ne sommes pas le seul pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, à avoir connu une période faste, puisque l'envolée du prix du baril, c'est tous les pays producteurs qui en ont profité. Le gonflement des budgets nationaux des différents États confrontés à l'augmentation exponentielle du prix du baril, c'est pas que le Congo qui l'a connu. Quand vous avez un baril qui était passé en moyenne de 30 à 39 ou 40 dollars à 100 ou 120 dollars, vous aviez effectivement tous les pays concernés qui ont bénéficié de cette manne. Donc ce n'est pas seulement, encore une fois, que le Congo qui aurait connu cette période de prospérité. Deuxièmement, la question qui se pose est une question liée à la capacité de nos États sur un temps long à sortir de cette dépendance vis-à-vis du pétrole. Et le gouvernement du Congo, sur la décennie qui vient de s'écouler, je pense que vous n'aurez pas manqué de l'avoir remarqué, vous allez, je crois, de temps en temps à Brazzaville, au Congo en général, a développé un important programme d'infrastructures. Nous avons profité de cette manne pour développer les infrastructures, parce qu'on ne peut pas parler d'émergence s'il n'y a pas les infrastructures qui accompagneront demain la diversification. Or, malheureusement, les cycles économiques sont très longs, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous décidez de mettre en œuvre des infrastructures, de les mettre en place, et le moment où elles se mettent à être rentables et qu'elles assurent cet effet de levier vers la diversification économique, vous avez dans ce cycle long des cycles conjoncturels qui peuvent aboutir à des crises conjoncturelles. Et nous sommes dans un cycle long qui doit nous conduire au développement durable et à l'émergence, mais dans ce cycle, nous venons de connaître depuis 3 ans un accident dû à un élément exogène, c'est-à-dire un élément extérieur à notre politique économique et extérieur à des causes internes au pays, qui est la baisse ou l'effondrement du cours du baril. Donc, oui, on peut dire « Ah, mais vous n'avez peut-être pas suffisamment accéléré cette diversification ». Mais anticiper également. Anticiper quoi? Anticiper le fait qu'il y ait des chances que le prix du baril du pétrole baisse également. Mais non, ce n'est pas une question d'anticipation. Vous ne pouvez pas anticiper quelque chose qui est totalement imprévisible. La seule anticipation possible, c'est de continuer dans la diversification. Le jour où nous serons suffisamment diversifiés, avec un tissu économique national, un tissu productif, un appareil productif, notamment privé, suffisamment outillé, vous verrez que les évolutions du prix du baril dans un sens, c'est-à-dire à la hausse,
comme à la baisse, cette évolution aura une influence relativement moindre sur l'évolution macroéconomique du pays. Donc, oui, la diversification est notre objectif sur le temps long. Elle n'intervient pas suffisamment aujourd'hui, tôt, par rapport à cet accident conjoncturel. Tout à fait, oui. On en est tous désolés, mais cela devrait pouvoir, après cette pause conjoncturelle qui va peut-être durer 2 ou 3 ans et qui va nous permettre de sortir de la mauvaise passe, reprendre son cours normal. Alors, donc maintenant, vous avez évoqué un autre aspect qui n'est pas lié en réalité à cette question. Vous dites le Congo a prêté de l'argent. Vous savez, dans la vie des États, je dis bien dans la vie des États, il y a cette zone grise sur le plan diplomatique, sur le plan politique, qui amène les États dans cette entraide fraternelle qui est le lot notamment de nos pays africains, de nos pays frères et des républiques sœurs que sont le Congo ou telle république de la sous-région ou d'un peu plus loin en Afrique. Il y a des choses qui se font dans un sens ou dans un autre. Il n'y a rien d'anormal à cela. Mais c'est pas, je prends un exemple, parce que vous auriez prêté 50 milliards à un État que cela expliquerait la ruine ou la difficulté que vous pourriez vivre entre-temps. Alors, cela, Monsieur le ministre, cela n'explique pas, mais les Congolais s'interrogent, comment le Congo peut prêter 50 milliards à des États alors qu'au Congo, il y a beaucoup de problèmes à régler. Non, écoutez, de même, d'autres États nous prêtent à nous ou nous ont prêté dans le passé alors qu'ils ont aussi des problèmes à régler. Oui, mais c'est une question qui reste entière. Non, on ne peut pas résumer la vie des États à des questions, encore une fois, qui relèvent de l'émotion. Je crois mais vous comprenez l'émotion des Congolais ou pas du tout? Non, je comprends l'émotion par rapport à la conjoncture, mais elle sera surmontée. Parce que, comme a dit le président de la République, cette conjoncture, nous l'avons déjà vécue et nous en sortirons parce que nous aurons le génie qui permettra à notre République, à nos populations, de se mettre résolument au travail pour qu'ensemble, et les responsables politiques, économiques et administratifs, et les populations, le Congo d'en bas, pourra se sortir de cette situation dans ce court terme. Alors, vous évoquez donc une sortie de crise économique. Est-ce que l'aspect politique pourrait contribuer à sortir le Congo de la crise actuelle? C'est-à-dire que le FMI, il y a quelque temps, évoquait le principe de décrispation de la situation politique au Congo-Brazzaville. Ça, c'est le FMI qui le dit, c'est pas Diaspora Investigation, ce ne sont pas les Congolais. Vous l'avez lu dans quelle déclaration? On l'a lu sur le site internet du FMI. Je n'ai pas lu cela. Bon, on pourra si vous le souhaitez. Quand vous dites le FMI, c'est-à-dire Madame Lagarde a fait une déclaration... Madame Lagarde, là, si vous voulez, on pourra, effectivement, l'émission n'est pas en direct, on va pas rentrer... On va pas faire de ping-pong. Tout à fait. Mais le principe de décrispation de la situation politique au Congo, c'est bien un terme qui vient du FMI. Non, je ne peux pas vous suivre sur ce terrain-là parce que je n'ai pas lu une telle déclaration formelle du FMI, donc je ne peux pas donner du crédit ou ne pas donner du crédit à cette affirmation. Je suis simplement étonné parce que, en tant que membre du gouvernement de la République du Congo, je n'ai pas entendu parler d'une telle déclaration aussi brutale, aussi tendue du FMI. Le FMI est un partenaire multilatéral à caractère financier. Quand le FMI parle de bonne gouvernance, il parle de bonne gouvernance économique et financière. Je n'ai pas, encore une fois, souvenir d'une déclaration formelle du FMI allant dans ce sens. Maintenant, si vous voulez par ce biais évoquer la situation politique du pays, quand vous dites qu'il faut la décrisper, il faudrait qu'elle soit crispée. Vous estimez qu'elle est au beau fixe, la situation politique au Congo? Dans tout pays qui a connu un processus électoral, notamment sous nos contrées africaines, où les choses ne se passent pas toujours de manière fluide, où celui qui perd souvent considère qu'il a perdu dans des conditions qui n'étaient pas des conditions de fair play, et conteste, ce qui est tout à fait leur droit pour les opposants qui le feraient, à condition qu'ils restent dans un cadre de la légalité et dans le cadre de la contestation prévue par la loi. Maintenant, si quelques hommes ou femmes politiques continuent à considérer qu'ils s'excluent eux-mêmes pour des raisons politiques ou politiciennes du processus d'installation des institutions de la République, c'est à eux qu'il faut poser la question de la crispation ou de la décrispation. Aujourd'hui... Mais on a des exemples, Monsieur le ministre, on a des exemples de crispation de la situation politique. Permettez juste de finir cette petite phrase.
aujourd'hui, depuis le mois d'avril 2016, avec la prestation de serment du président de la République élu, puis la mise en place complète de l'exécutif quelques jours plus tard, le renouvellement du Parlement, Assemblée nationale et Sénat en juillet-août 2017, les élections locales qui ont permis l'installation des exécutifs locaux dans le cadre d'une décentralisation renforcée dans la Constitution du 25 octobre 2015, je n'aperçois pas de situation où je n'aperçois pas de stigmate d'une crise politique qui serait une crise post-électorale. Les institutions s'installent, elles fonctionnent, l'État lui-même fonctionne, il n'y a aucune entrave dans la gestion du pays, si ce n'est la crise financière que nous venons d'évoquer. Donc vous estimez que les opposants, par exemple, au pouvoir actuel s'expriment librement? Mais si vous allez à Brazzaville, et vous le faites encore une fois de manière tout à fait régulière, c'est quoi les symptômes d'une démocratie agissante? Prenez la liberté de l'information et de la communication. Si vous avez 100 journaux qui paraissent à Brazzaville, 99 sont d'opposition. Ils s'expriment librement, ils expriment des opinions parfois tranchées, parfois même ad hominem contre des cadres politiques. Ce sont des opinions qui majoritairement tapent sur l'action du gouvernement, c'est-à-dire contestent l'action et les choix du gouvernement. Et cette presse s'exprime librement. Donc pour vous, la presse se porte bien au Congo, même quand elles tapent sur le gouvernement, elles n'ont pas de problème par la suite? La presse, mais écoutez, je vous le dis, la presse fonctionne normalement au Congo et elle exprime, et majoritairement, et c'est parfois assez cuisant pour nous, majoritairement hostile au gouvernement, et elle s'exprime normalement. Bon, maintenant vous parlez de l'action des hommes et des femmes politiques, les partis qui ont accepté de rester dans le cadre républicain et dans la légalité s'expriment. Les partis qui ont voulu aller aux élections. Est-ce qu'on peut vous donner des exemples de personnes qui estiment ne pas avoir leur liberté d'expression lorsqu'elles sont de l'opposition? Les partis qui sont restés dans le cadre républicain ont effectué leur parcours électoral, ont lutté pour obtenir des élus et participent à la vie quotidienne des institutions. Donc la démocratie fonctionne. Alors, pour revenir au cas de la presse qui fonctionne bien, vous l'avez dit, il y a quelques jours, quelques semaines, lors d'une conférence de presse donnée par les avocats de M. Okombi Salissa, visiblement, il y a eu une intervention, on va dire un peu brutale, des forces de l'ordre. Donc, à l'issue de ce qu'on peut qualifier comme un impair, vous avez d'ailleurs vous-même réagi sur les réseaux sociaux à ce sujet, vous avez reçu les... Non, je n'ai pas réagi sur les réseaux sociaux, j'ai reçu les gens, mais les réseaux sociaux l'ont relayé. Tout à fait. Dans tous les cas, vous avez reçu certains de ces journalistes. Donc, tous les journalistes concernés par et juste après ça, il y avait même des journalistes occidentaux, dont français, qui se sont exprimés ici en France, qui ont fait état d'une certaine violence dont ils n'avaient jamais vu, sans précédent, on va dire, une violence sans précédent. Quelle est votre violence sans précédent, vous dites. Quel est votre regard sur la situation, monsieur le ministre? Mais bon, je crois qu'il faut, encore une fois, ne pas faire de l'émotion pour l'émotion. Que des journalistes français parlent d'une violence sans précédent au Congo, il n'y a pas eu de journalistes qui ont été assassinés. À travers le monde, j'ai fait, comme tous les ministres de la communication, une déclaration sur la journée qui est, je crois, celle du 3 novembre de mémoire, qui est la date anniversaire du décès, de l'assassinat de Ghislaine Dupont et du technicien qui l'accompagnait. Tout à fait, oui. La violence qui a conduit à la mort donc, de ces deux grands journalistes et techniciens de Radio France Internationale, ainsi que des 108 à 110 journalistes qui sont assassinés chaque année à travers le monde parce qu'ils exercent leur métier ou cherchaient à l'exercer normalement. On ne peut pas dire que cette violence qui a abouti à mort d'homme soit une violence sans précédent. Mais si on revenait sur cette brutalité. Non, mais là où il n'y a pas eu mort d'homme, il faut quand même que les journalistes français dont vous parlez, disons, remettent l'église au centre du village. Vous avez dit des incidents qui ont impliqué les forces de l'ordre. Oui.
ben là, vous procédez à l'enquête à 6000 km du lieu de l'enquête. Moi, j'ai reçu les journalistes. Je vais vous décrire en 2 mots ce qui m'a été dit. D'abord, je vous rappelle que je condamne absolument le fait que des individus soient molestés, soient violentés par principe. D'accord. La violence ne mène à rien. Deuxièmement, c'est d'autant plus grave s'ils ont été attaqués parce qu'ils seraient des journalistes. D'accord. Ça, c'est très condamnable et je l'ai condamné au nom du gouvernement. Le gouvernement condamne cela. Maintenant, dans la relation des faits, j'ai discuté avec les journalistes. J'ai suivi une grande radio internationale qui a dit « des individus sont intervenus dans la salle où devait avoir lieu une conférence de presse ». Faux. Quelle est votre version, C'est pas ma version, c'est celle des journalistes. Écoutez, il y a un élément qui est passé sur Télé Congo, qui est passé sur tous les médias congolais et qui n'a pas été repris par les médias internationaux. J'ai discuté avec M. Loïcia Martial, responsable, correspondant de RFI. Enfin, la radio que vous ne voulez pas citer, en fait. RFI, voilà. Et de l'AFP, d'ailleurs. Il y avait les représentants de Radio Congo qui ont été aussi molestés. Radio Congo, c'est quand même sous ma tutelle. d'IRTV, dont on ne peut pas dire que ce soit un média hostile au gouvernement ou à l'État. Il y avait, je crois, représentants d'autres journaux, La Nouvelle République. Mais justement, comment expliquer cet incident? Laissez-moi finir mon raisonnement. Tout à fait. Hein, parce que il faut que ce soit clair pour vos auditeurs et vos téléspectateurs. Tout à fait. Bon. Ça ne s'est pas passé dans une salle, c'est bien avant la conférence de presse. L'incident commence dans la cour du journal La Semaine Africaine qui devait abriter la conférence de presse, et l'incident se déroule pour l'essentiel sur la voie publique. Les individus qui agressent les journalistes agressent en tapant, en prenant leur portable et en agressant aussi des passants, des riverains, ce qui passait, qui eux n'étaient pas du tout. Mais qui sont ces individus qui agressent les journalistes et qui sont non identifiés? Mais écoutez-moi. Parce que certains rapportent que c'est la police. Je dis bien certains. Oui, mais écoutez-moi. Si vous sortez d'ici et que vous faites agresser dans la rue, là, après notre. Enfin, on espère que ça n'arrivera pas. Je ne vous le souhaite pas. Mais imaginons que vous vous fassiez agresser et que les gens soient en fuite. Vous demanderez au gouvernement une seule chose, c'est de commencer l'enquête à travers les services de police judiciaire et d'investiguer pour attraper les individus. Tout à fait. Donc à ce stade, donc si on comprend bien, à ce stade, le gouvernement ne sait pas qui a agressé ces journalistes. À ce stade, la police judiciaire qui est en charge des investigations ne peut pas confirmer qui sont ces individus parce qu'ils sont en fuite, premièrement. Deuxièmement, ces journalistes nous ont dit, je dis bien nous ont dit, que les individus en civil, donc qui les ont agressés, certains d'entre eux leur ont dit nous, on est les policiers. Alors, moi, je trouve curieux. C'est votre raisonnement? Non, c'est pas un raisonnement. C'est une approche qui est purement, encore une fois, de constat. Je trouve curieux que des individus, et je l'ai dit aux journalistes eux-mêmes, tout en commettant un acte illégal, se donnent une identité, vraie ou fausse, peu importe. Moi, en général, si je m'apprête à commettre une illégalité, je ne vais pas dire je suis de tel service ou de tel autre. Mais pas bon, ça c'est un constat. Voilà, tout à Donc fait. je veux vous dire. Donc en gros, le gouvernement nous explique que pour l'instant. C'est pas le gouvernement qui a expliqué. C'est pas un problème du gouvernement, c'est un problème de la police judiciaire. Tout à fait. Il ne faut pas. Et ça, c'est un gros problème en Afrique aujourd'hui. Je suis désolé de vous le dire. On a l'impression que quand on suit ces médias, ces médias internationaux, il y aurait une espèce d'hypertrophie du gouvernement qui s'occuperait de tout dans un État. Il se passe des incidents tous les jours, malheureusement, qui relèvent de la pure délinquance. On ne va pas considérer qu'à chaque fois qu'un individu commet un acte délictuel ou criminel, c'est le gouvernement qui l'a poussé ou le gouvernement qui le protégerait. Il y a dans nos sociétés des gens qui sont plus ou moins bons et plus ou moins mauvais. Tout à fait. Et ça se passe ici aussi. Je crois que pendant que nous parlons, il se commet en ce moment des crimes ou des délits en France. Est-ce qu'on va considérer qu'à chaque crime ou délit qui est causé, qui est posé et qui est commis contre un tiers, eh bien le gouvernement devrait, par un coup de baguette magique, trouver le lendemain la solution? Non. Les services en question travaillent. Ce qu'on leur demande à un gouvernement et à ses services, notamment la police, c'est de faire son travail pour retrouver les coupables. Tout à fait. Ça, c'est le premier. Donc, on ne peut pas faire. Mais il y a quand même, monsieur le ministre, vous conviendrez qu'il y a quand même des délits qui sont élucidés plus vite que d'autres. L'affaire Grégory en France a 33 ans d'âge. Parce que quand une affaire complexe
nécessite des investigations. Vous voyez qu'elle était malheureusement non élucidée Oui. et que ce sont les progrès de la technologie et du numérique qui ont permis le rebondissement que nous connaissons. Tout à fait. Donc, bon, je voulais juste parler... C'est la nature de... Effectivement. Donc, je voulais juste faire une comparaison entre l'affaire des individus qui ont annulé, entre guillemets, cette conférence de presse et... Non, elle n'a pas été annulée. Non, je le répète, il faut qu'on soit clair sur les concepts. Rien n'interdisait, je dis bien, rien n'interdisait la tenue de la conférence de presse. D'accord. Un incident qui n'a rien à voir avec la conférence de presse, qui se passe sur la voie publique, pour moi, n'est pas la cause directe justement, de l'annulation. C'est pour ça que je voulais avoir votre version des faits. Non, c'est la version qui m'a été donnée, qui vous a été donnée par justement. les journalistes. Je n'ai pas de version, j'ai écouté les journalistes. Tout à fait. Bon, alors, donc je disais que dans ce cas-là, des individus ont été trouble-faits, visiblement, ils ont causé des actes qui ont eu des conséquences sur cette conférence de presse-là, mais ils n'ont pas été retrouvés. Jusque-là, les investigations se font. Mais d'autre part, il y a eu justement un problème un peu plus grave on a parlé de terrorisme au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire que deux ambassades, c'est-à-dire que l'ambassade de France et celle des États-Unis étaient sous la menace d'une attaque terroriste. Et visiblement, dans ce cas-là, on a déjà retrouvé le coupable. Bon, c'est pas. Vous comparez, vous voyez, je ne vous fais pas le reproche, hein, j'essaye simplement de vous éviter, face à des problèmes sérieux, des approches qui pourraient malheureusement parfois ne pas l'être. On ne peut pas mélanger une agression dite de sécurité publique sur la voie publique, comme quand on vous vole votre mobilette dans le parking malfamé d'une cité insalubre de banlieue ici, avec des affaires qui relèvent du terrorisme ou qui pourraient relever du terrorisme. On ne peut pas comparer. D'accord. Hein, ça, je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Sinon, c'est faire un peu de démagogie. Non, on ne fait pas de démagogie. Donc, ne mélangeons pas les deux affaires. Le gouvernement a communiqué. Je vais vous expliquer pourquoi nous avons communiqué rapidement. Ben, c'était à cause de la panique générée par la diffusion sur les réseaux sociaux, par les ambassades elles-mêmes. Ce n'est pas le gouvernement qui révèle l'affaire. Encore une fois, il faut toujours être froid face à une information. Vous qui êtes un journaliste, le meilleur des services que vous rendrez à ceux qui vous écoutent, qui vous suivent fidèlement, et j'en fais partie, vous le savez. Ben c'est gentil, merci. C'est un honneur pour nous. C'est de gérer l'information selon des règles de déontologie et des règles de rigueur. L'information, ce n'est pas le gouvernement qui la révèle. Je ne suis pas venu ex abrupto au journal de 20 heures pour annoncer une chose. Nous, le gouvernement, qui sommes en charge de l'intérêt général, de l'ordre public et de la tranquillité des populations, nous sommes contraints de faire un communiqué parce que les ambassades menacées ont diffusé elles-mêmes, notamment sur les réseaux sociaux, des messages d'alerte qui ont commencé à semer la panique dans les populations du Congo et chez les expatriés concernés. Tout à fait. Et c'est face à cette situation que le gouvernement est contraint, dans l'urgence, quelques heures après la diffusion par ces deux ambassades, États-Unis et France, de leurs communiqués qui sont tout à fait légitimes, et c'est après le vent de panique créé que le gouvernement a été contraint de communiquer sur le sujet. Attention, ça c'est déjà la première chose, je tiens à le dire. Il n'y a pas eu, comme ça, je le répète, brusquement, une volonté de déclarer des choses qui seraient tombées comme ça sur nos compatriotes. Mais il fallait expliquer à nos compatriotes ce qui se passait. Et le gouvernement a communiqué dans ce sens. Deuxièmement, c'est une affaire suffisamment sérieuse pour que je puisse vous dire de manière solennelle que, bien entendu, nous disposons d'informations un peu plus précises que ce que j'ai été amené au nom du gouvernement à exprimer dans la lecture de ce communiqué. Tout à fait. Et vous comprendrez que pour des raisons évidentes, je ne puisse pas en dire plus. Donc, voilà, là également, je tiens à alors, si vous permettez, je vais encore me faire l'avocat de certains, certains web auditeurs qui nous suivent et qui nous ont posé un certain nombre de questions. Les gens se sont posé la question de savoir pourquoi c'est le ministre, le porte-parole du gouvernement qui fait ce type de déclaration et pourquoi ce n'est pas le procureur de la République. Eh bien, pour deux raisons. Oui. La première, c'est celle que je viens de vous donner. Oui. C'est que le gouvernement, c'est pas lui qui se lève encore une fois ex abrupto, qui décide de faire une communication. Le gouvernement qui est en charge, je viens de vous le dire, oui, bien sûr. Je le répète, mais peut-être que je me suis mal fait comprendre, c'est le gouvernement qui est en charge
de ramener la tranquillité, la sérénité dans les populations. Un vent de panique est en train, à ce moment-là, de balayer la capitale de la République du Congo, qu'est Brazzaville. Le gouvernement, dans son devoir de rassurer les populations, s'exprime au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire au niveau ministériel. C'est la raison, premièrement. Deuxièmement, le procureur, et je l'ai dit à la fin du communiqué, le procureur ou la police seront amenés, en tant que de besoin, c'est l'expression que j'ai utilisée, à s'exprimer pour la suite de l'enquête qui est ouverte. Donc, il n'y a rien, mais absolument rien d'anormal dans le contexte que je viens de décrire, sur le fait de voir le gouvernement s'exprimer pour ramener la paix et la tranquillité dans les esprits qui étaient vraiment dans la panique à Brazzaville. Vous êtes ici, vous avez peut-être une approche purement, on va dire, à 6000 km du lieu, mais nous qui étions à Brazzaville, on peut vous dire qu'il y avait une grosse fébrilité dans le pays. Et il fallait que l'autorité la plus élevée dans le pays, c'est-à-dire le gouvernement du président de la République, exprime le fait que les choses étaient sous contrôle. Alors, monsieur le ministre, on va passer à un sujet qui est toujours aussi sérieux, mais voilà, un peu moins urgent, on va dire. À la tête de la chaîne nationale, il y a eu un récent changement. Donc, monsieur Obambi a cédé sa place à monsieur Andélé. Alors, quelles sont les raisons justement de ce changement? Bon, je vais vous poser la question peut-être autrement. Oui. Monsieur Obambi a été nommé lui-même le 23 décembre 2009 par décret pris en Conseil des ministres. D'accord. Monsieur Obambi vient d'être remplacé au cours du dernier Conseil des ministres, je crois le 6 décembre, par décret pris en Conseil des ministres. C'est la vie administrative normale dans un État. Demain, je quitterai mes fonctions de ministre parce que je serai relevé de mes fonctions, remplacé dans le cadre d'un réaménagement ou un remaniement gouvernemental. Mais on dit souvent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Attendez. En quoi cela est-il anormal qu'un cadre, un haut fonctionnaire, dont on n'avait pas demandé pourquoi il avait été nommé il y a 8 ans, puisque sa nomination remonte à il y a 8 ans, je ne crois pas que cela, il y a 8 ans, ait soulevé quelques polémiques que ce soit. Non, je suis même il n'y a aucune polémique, monsieur le ministre. On pose juste une question. Je suis même certain que si je vous demande le nom du directeur général que monsieur Obambi a remplacé en 2009, eh ben je vous poserai une colle. C'est vrai. Ben voilà. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose qui ne me paraît pas autre chose que la vie administrative normale. Donc en gros, il faut comprendre que il faut renouveler, c'est la vie administrative normale. D'accord. Et si demain, je perds mes fonctions parce que relevé du gouvernement, ne vous posez pas plus de questions que cela. Ça voudra dire que celui qui décide a décidé de faire évoluer les choses. Donc il fallait une évolution à Télé Congo, monsieur Obambi. Et que dans ce cadre-là, il a été considéré par celui qui décide de nommer un ministre, eh bien décide de le changer. De même, le Conseil des ministres, parce que quand on dit nommer en Conseil des ministres, ce n'est pas un individu qui nomme. C'est une collégialité qui s'appelle le Conseil des ministres. Vous voyez quand, quand je fais le compte-rendu, attention, c'est pour ça que je vous ai parlé de rigueur depuis tout à l'heure. Quand je fais le compte-rendu, ou quand n'importe quel porte-parole de gouvernement fait le compte-rendu, on ne dit pas le gouvernement, ou on ne dit pas le ministre de la communication, on ne dit pas le président de la République. Le Conseil des ministres, c'est le président de la République qui préside et les membres du gouvernement qui sont membres de ce Conseil des ministres. Et donc, les décrets qui sont pris pour la nomination des hauts fonctionnaires, tels que prévus par la Constitution, c'est une décision de collégialité. Mais dans ce cas, on peut se poser la question, monsieur le ministre, pourquoi on parle de renouvellement simplement à Télé Congo? On pourrait parler de renouvellement. C'est vous qui parlez de renouvellement. Mais vous avez dit que c'est... Non, j'ai dit que c'est une évolution normale. Alors pourquoi écoutez, je vais reprendre vos mots. Alors, monsieur Christian. Je vais reprendre vos termes. Christian, et pourquoi vous connaissez l'histoire, monsieur Christian. Oui. Vous connaissez l'histoire. Ça dépend laquelle. Je vous dis laquelle. Vous vivez en France. Oui. Je vais vous parler de l'histoire de France. Le 14 juillet 1789, quand il y a une révolution en France, la principale réforme qui est prise dans le cadre de la Révolution, c'est de cesser avec l'inamovibilité des postes et des charges.
C'est même la modernité qui fait qu'on occupe un poste pour un temps donné. Tout à fait. Mais dans ce cas, ça peut s'appliquer à d'autres. Ça peut s'appliquer. Moi, c'est pas mon problème. Ça peut s'appliquer à d'autres administrations congolaises. Eh bien, ça s'applique à d'autres administrations parce que quasiment chaque semaine, il y a des nominations. Quasiment chaque semaine. J'ai l'impression qu'il y a comme une sorte d'abcès de fixation sur celle-là. Non, mais parce qu'on en parle. Oui. Mais il y a quasiment à chaque Conseil des ministres des nominations. D'accord. C'est la vie administrative. Là encore, je pourrais me faire le porte-parole, je pourrais me faire l'avocat de certains Congolais qui disent ça change à Télé Congo, mais à la RPCE, ça change pas. Mais c'est pas mon problème. Oui. Je peux pas vous parler de choses qui ne relèvent pas de mes compétences, premièrement, et qui, deuxièmement, n'ont aucun rapport avec le sujet. Tout à fait. Alors, pour rester justement sur ce qui relève de vos compétences, nous sommes ici en France, vous l'avez dit, nous regardons le câble, le satellite, et de nombreux Congolais s'interrogent de la qualité de Télé Congo. Quel rapport avec le satellite? Quel rapport avec le satellite? Le rapport qu'il y a, c'est parce qu'on peut regarder également d'autres chaînes africaines. Oui, alors et on peut procéder par... Si vous voulez parler de la qualité de Télé Congo, oui. Là c'est vous qui l'évoquez. Oui. À l'instant. Oui, c'est moi qui l'évoque, oui, tout à fait. Bon, donc ça veut dire que vous n'êtes pas, en tant que téléspectateur, totalement satisfait des prestations ou des performances de Télé Congo. Écoutez, je fais partie de quasiment tous les Congolais de la diaspora qui ont effectivement ce ressenti. Oui. Ça veut donc dire qu'effectivement, il y a des... Mais pas seulement de la diaspora, parce que même au Congo aussi, les gens se plaignent. Il y a certainement des progrès à faire. Tout à fait. Eh bien, s'il y a des progrès à faire, le gouvernement mettra en œuvre les réformes nécessaires qui permettront d'avancer et d'améliorer la qualité. Donc, à ma prise de fonction... Oui. J'ai fait une descente à Télé Congo. J'ai exprimé, en tant que téléspectateur, et je l'avais exprimé comme tel, ma frustration, qui est comme celle de beaucoup de nos compatriotes, sur la qualité des programmes. Et nous nous étions fixés avec la direction générale sortante, actuelle donc, un certain nombre d'objectifs qui, malheureusement, dans le cadre assez dépressif sur le plan financier, n'a pas été totalement satisfaisante, cette atteinte des objectifs. Et il va falloir que nous améliorions en réalité 3 axes pour Télé Congo. Un, la qualité technique. Tout à fait. Mais cela va aller de soi avec l'arrivée de la télévision numérique. La TNT, oui. Nous sommes en train d'installer des équipements avec notre partenaire chinois StarTimes. Premier axe de progrès, parce qu'il y aura une amélioration de l'offre, c'est-à-dire pas seulement des équipements numériques qui existent déjà, mais l'offre télévisuelle va aller en amélioration extrême et exponentielle grâce à l'arrivée de la TNT. 2, il y aura une démultiplication de l'offre de production en termes de production de contenu, parce qu'on ne fait pas seulement des tuyaux, c'est-à-dire créer les conditions d'infrastructure numérique, il faut qu'on ait la capacité d'y mettre des contenus locaux. On ne fait pas la TNT juste pour avoir beaucoup plus de chaînes étrangères. Nous voulons, et c'est l'objet de la TNT, c'est d'arriver à développer une offre télévisuelle locale, c'est-à-dire une production locale. Parce que c'est la production locale qui va nourrir la grille de programme. Oui, mais c'est quand on aura une production locale qu'on n'aura plus besoin d'aller... Parce que quand vous achetez une émission étrangère, si vous n'avez pas d'offre locale ou production locale, eh bien vous êtes obligé d'acheter des programmes étrangers. Oui, mais ces programmes coûtent beaucoup d'argent. On est d'accord. Mais monsieur le ministre, moi, je vous parlais de 2 axes, 3 axes. Ça, c'était le deuxième. D'accord. Le troisième axe, qui est très important également, c'est le renforcement des capacités des équipes, que ce soit les journalistes, les techniciens. C'est à un moment charnière parce qu'on parle de la révolution numérique. Eh bien, ce sont les 3 axes qui vont avec la nouvelle direction générale de Télé Congo. Je vais être très clair avec vous. Le gouvernement est en cours d'adoption d'une réforme des statuts de Télé Congo qui, pour l'instant, est une simple direction du ministère de la Communication et qui, dans les prochaines semaines, par l'adoption d'une loi, va devenir un établissement public à caractère industriel et commercial. Et cela va lui donner l'autonomie nécessaire, la capacité de nouer des partenariats, notamment avec des grandes chaînes étrangères, et enfin la possibilité pour le gouvernement d'abonder en termes financiers Télé Congo avec un budget. Et sur cette base-là, le ministre de la Communication, au nom du gouvernement, va adresser à la nouvelle direction générale de Télé Congo une lettre d'objectifs qui va déterminer les points et les objectifs et la vision du gouvernement sur les points que j'ai évoqués tout à l'heure. Amélioration technique, renforcement des capacités des personnels et proposition d'une offre de production locale, parce qu'on ne pourra jamais
se contenter d'acheter des programmes étrangers pour nourrir la grille de C'est programmes. clair. Alors justement, mais là, en l'état actuel des choses, on s'aperçoit effectivement que Télé Congo manque un peu de créativité. Quelques membres de Diaspora Investigation, justement dans les investigations qui sont les nôtres, se sont rendus à la Télé Congo, au siège de Télé Congo, pour toucher la réalité du doigt. On s'aperçoit qu'il y a le matériel qu'il faut, il y a visiblement toute la technologie qu'il faut, mais et là, le résultat n'est pas au rendez-vous. Je vous ai dit, je le répète, Oui. peut-être que j'ai la foi du charbonnier et que la mère des pédagogies, c'est la répétition. Je vous ai dit, il y a 3 axes. Il y a l'amélioration des performances techniques et l'arrivée de la télévision numérique terrestre va contribuer à nous aider à relever ce défi. Il y a le renforcement des capacités des personnels, journalistes, techniciens et autres agents de Télé Congo. Et il y a le fait de nourrir une grille de programme avec des offres de production locale. Quand nous aurons, mais ça, c'est à dans quelle les échéance? prochains mois, C'est à quelle échéance? si je fais, comme je vous l'ai dit, parvenir à la direction générale une lettre fixant ces objectifs, vous me permettrez de laisser la primeur à la direction générale des deadlines. Les Congolais sont je quand même vais impatients. fixer. Ça fait un mon moment frère, qu'on est dans une telle situation. Mon frère, vendredi soir, les gens ne peuvent plus regarder Télé Congo parce que le vendredi soir, il y a des programmes animaliers. Donc samedi soir, c'est la même chose. Eh bien, je viens de vous dire, je le répète, Oui. ça fait 3 fois donc que je le dis, je le répète encore une fois. Pour nourrir une grille de programmes, il faut produire des programmes. Il faut avoir une offre locale. Si vous n'avez pas une offre locale de qualité ou une offre locale de qualité suffisante, vous êtes contraint d'aller acheter sur le marché international des programmes qui vous coûtent excessivement Mais cher. localement, il y a des producteurs, monsieur. Mais monsieur les le ministre. Il y a des producteurs, ils vont se développer quand il y aura la capacité technique de réduire les coûts de fabrication de cette offre locale. Parce que la TNT, c'est pas juste avoir une meilleure qualité d'image ou une meilleure qualité du son. C'est pas que la haute définition ou le son, je sais pas, surround, etc. C'est de réduire les coûts de fabrication. Et quand vous allez réduire les coûts de fabrication avec le multiplexage, avec tout ce qui est le renforcement des capacités liées à l'arrivée même de la TNT, vous allez permettre à des producteurs, pourquoi pas vous demain, des producteurs. Mais c'est notre but et c'est notre objectif. C'est notre objectif. Développer au Congo, c'est notre objectif, avec des coûts beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui, des offres télévisuelles locales. Et c'est quand nous aurons, dans les délais qui viennent, parce que puisque vous parlez de TNT de manière globale, parce que TNT c'est pas que Télé Congo, c'est un programme national. La TNT est en route. Pourquoi? Parce que le partenaire chinois StarTime va numériser les centres émetteurs de Brazzaville. Il y a 5 villes pilotes qui ont été choisies. Donc le premier semestre 2018 va permettre de développer déjà dans les 5 villes, Brazzaville, Pointe-Noire, Ouesso, Dolisie et Oyo, qui sont les 5 villes pilotes qui ont été choisies et qui contiennent pour l'essentiel les 2/3 de la population, va permettre de déployer la TNT. Et donc d'offrir probablement dans les 6 à 7 mois qui viennent cette offre télévisuelle en TNT. Et l'ensemble du territoire devrait être totalement couvert dans les 2 ans. Donc vous me demandiez des délais. Pour le projet global, voilà les délais. Maintenant, Télé Congo, qui est un élément particulier dans cette problématique globale, a des réformes particulières à effectuer parce que Télé Congo est la télévision que moi j'ai appelée à mon arrivée dans mes fonctions le navire amiral d'une flotte télévisuelle qui est nombreuse dans notre pays. Il y a des dizaines de télévisions nationales, locales, etc. Eh bien, Télé Congo, en tant que navire amiral, ne peut pas faire honte ou continuer à faire honte à nos compatriotes, notamment ceux qui, de loin, parce qu'ils ne vivent pas au pays, pourraient être heurtés par la qualité de certains programmes, que ce soit sur le plan technique ou sur le fond. Voilà pourquoi je viens de vous dire que cette lettre d'objectif qui va être adressée à la nouvelle direction générale va permettre de fixer avec des délais, dont vous me permettrez encore une fois que je laisse la primeur aux intéressés, des délais qui vont dire voilà les objectifs que nous vous assignons et voilà les conditions du suivi, évaluation de l'atteinte ou pas de ces objectifs. Tout à fait. Alors, monsieur le ministre, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Est-ce que vous souhaitez
dire un dernier mot à tous nos web auditeurs, Diaspo Investigation? C'est de vous encourager dans votre travail, Merci. Parce que je crois que c'est jamais facile. Je ne dis pas à nos téléspectateurs dans quelles conditions et à quelle heure nous sommes en train d'enregistrer cette émission, mais ça reste entre nous, mais il faut qu'ils comprennent que vous prenez de votre temps et beaucoup d'énergie pour faire ce que vous faites. Donc je vous encourage. Je vous souhaite, dans le cadre des offres télévisuelles qui vont se renforcer au pays, eh bien, de pouvoir développer une activité télévisuelle et pourquoi pas un groupe médiatique en profitant de l'arrivée de cette télévision numérique dans notre pays. Et enfin, c'est vous encourager tout simplement à rester ce que vous êtes, c'est-à-dire non, c'est pas un problème ni du pouvoir ni de l'opposition, mais uniquement pour l'information. Non, moi je ne parlerai pas de ça parce que là, nous sommes trop politisés. Vous voyez, on parle opposition, majorité, mais il y a des Congolais qui ne sont ni de la majorité ni de l'opposition. On est d'accord. Les Congolais, tout court, qui veulent avoir une information objective, qui veulent avoir des réponses objectives et claires aux questions qui se posent, et ça n'a aucun rapport ni avec la majorité ni avec l'opposition. On est d'accord. Ça a rapport avec l'édification de nos compatriotes, qu'ils soient de la majorité, de l'opposition, du centre, ou qu'ils soient sans étiquette. C'est le credo de Diaspo Investigation. Ou qu'ils soient sans étiquette. C'est vrai. Et c'est cela, à mon avis, la noblesse de ce que vous faites. Merci. Écoutez, c'était un plaisir pour nous de faire cette émission et nous vous remercions d'avoir accepté notre sollicitation et de nous avoir reçus dans votre hôtel. Merci, monsieur le ministre. Merci.